départemental. Donc aujourd'hui est un jour en particulier parce que j'officie en tant qu'agent du département et en tant que musicien également. Je précise que le livre dont vous venez assister à la sortie, on va dire officielle, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc je n'ai absolument aucun mérite. On doit ce mérite à de brillants écrivains qui ont tracé un sillon profond dans l'histoire de la littérature lyonnaise. Mario Serviable qui est à l'arrière, là-bas qu'on peut applaudir. Dominique Copier derrière moi, dont on va dire William Carpentier est président. Et le directeur de la bibliothèque départementale, Pierre-Henri Ao, qui est à l'arrière. Donc, sans plus tarder, moi je vais laisser la parole à Mario Serviable et à Dominique Copier pour nous conter cette histoire de cette belle aventure qui, juste un petit mot, est partie en fait du bicentenaire de la naissance de Lecomte de Lille. Lecomte de Lille étant né en 1818. En 2018, on fêtait donc le bicentenaire de la naissance de Lecomte de Lille, et c'est à cette occasion-là en fait qu'il y a eu un cycle de conférences qui aujourd'hui se termine entre guillemets avec la sortie de ce livre qui est le premier abécédaire consacré à Lecomte de Lille. Mario. Dominique. Alors je vous remercie d'être venus si nombreux, malgré l'absence de la presse locale qui nous a ignorés, on va le dire franchement. D'ailleurs, comme elle ignore beaucoup de choses, on voit des grands encarts dans la presse sur des artistes, des auteurs qu'on ne connaît pas, mais nous, par exemple, on est complètement évités. Pourtant, on les informe régulièrement, et j'ai mon ami Edmond Lorette qui a présenté son livre « L'âme créole », je ne me rappelle plus exactement du titre, il a eu le même sort que nous, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu droit à aucune information. La moindre des choses, c'est d'inviter les gens à venir. Un petit encart dans la presse, qu'est-ce que ça coûte? Voilà. Donc je voulais dire ça. Bravo donc aux journalistes de pays. On peut les applaudir malgré tout. Voilà. Alors, l'idée d'écrire ce livre, l'abécédaire, Lecomte de Lille, la poésie du lieu et du lien, elle vient de mon ami. Mon Dieu. Elle vient de mon ami qui m'a dit pourquoi nous ne ferions pas ça ensemble. Voilà. Donc je le remercie parce que moi j'étais peut-être un petit peu en panne d'écriture. J'écris beaucoup de choses que je mets sur Internet, sur YouTube, mais dans le domaine littéraire pur, c'est vrai que j'étais un petit peu oublié. Ça fait au moins, depuis ma soutenance de thèse, je n'ai pas publié de livre. Donc je remercie d'abord Mario Serviable, et puis Mario, tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire un abécédaire. Oui, je pense que l'essentiel a été dit. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'essentiel a été dit. Ce livre a pris 5 ans pour sortir. D'ailleurs, j'aurais voulu, si Paolo peut me remettre son exemplaire avec les traces ADN qu'il a dessus, pour montrer l'ouvrage. Donc, c'est un petit ouvrage parce que l'on se disait, après le cycle du bicentenaire, Lecomte de Lille allait mourir encore une fois, allait disparaître de l'esprit des gens, des préoccupations des gens. Un des plus grands poètes du 19e siècle, un des plus grands poètes réunionnais. Et il y a une multitude de choses qui ont été écrites sur lui. L'originalité, c'était de dire comment donc aborder Lecomte de Lille, et on a choisi la technique que l'on utilise souvent donc en sciences humaines, brosser le tableau
de l'œuvre et de l'homme à travers les 26 lettres de l'alphabet, de A à Z. Cette illustration, donc il faut l'expliquer, c'est un démon du Ramayana. Alors, que vient faire le démon du Ramayana en couverture de l'ouvrage de Leconte de Lisle? C'est rappeler que Leconte de Lisle a sa grande originalité, une de ses grandes originalités, c'était de marier la pensée occidentale de la perfection grecque et la pensée orientale. Et il a commis un certain nombre de poèmes qu'il appelle les poèmes hindous. Et l'on a voulu rappeler cela et réenraciner Leconte de Lisle dans l'océan Indien, dans la mer des Indes, et rappeler que ce fils de Breton, d'ailleurs c'est pour ça, Dominique a oublié de dire que pourquoi vous avez été donc accueillis au son de la cornemuse et de la bombarde, cornemuse. Les aficionados me corrigeront. Moi, j'appartiens à la civilisation du rouleur, et voilà, forcément, je ne fais pas la différence. Rouleur, Satie. Maraman. Non, rouleur, Satie. Maraman. Voilà. Non, rouleur, Satie. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais quand même dire qu'il est d'origine mauricienne, quand même. Oui, ça n'a aucun intérêt pour le prendre de Et donc on voulait partager ce moment donc avec vous, prolonger l'œuvre de ce poète de l'océan Indien, de la Réunion, et rappeler quand même 2-3 petites choses. La première chose que je voulais les rappeler, c'est pour situer le poids et le rôle de Leconte de Lisle dans les lettres françaises. Lorsque la légende des siècles disparaît, lorsque Victor Hugo meurt, qui allait être choisi à l'Académie française pour s'asseoir au fauteuil intimidant de Victor Hugo? Qui l'Académie française allait faire rentrer sous la coupole pour poursuivre l'œuvre et pour que la voix de Victor Hugo ne s'éteigne pas avec le siècle? Celui qui va s'asseoir à ce fauteuil intimidant de Victor Hugo, c'est le créole de Saint-Paul, Charles Leconte de Lisle. Celui qui va l'accueillir sous la coupole, c'est Alexandre Dumas fils. C'est la plus belle triangulation littéraire de tout le XIXe siècle. Victor Hugo, dont on fait l'hommage, premier discours, celui d'Alexandre Dumas fils, la Dame aux Camélias, et celui que l'on accueille sous la coupole, Charles Leconte de Lisle. Et l'entrée de Charles Leconte de Lisle, c'est la fin du romantisme. C'est une étape c'est une étape fondamentale dans l'évolution des lettres françaises. La parenthèse du romantisme se ferme et un nouveau mouvement littéraire basé sur la perfection de l'écriture, basé sur la perfection de la pensée grecque, de la forme grecque, basé sur le métissage entre cette forme grecque poétique et les thématiques de l'océan Indien et les thématiques de l'Inde, de la civilisation donc orientale. Ce métissage, c'est Leconte de Lisle qui le met en place et qui fait entrer les images, les odeurs, les couleurs et la pensée, rendue donc accessible à travers la langue française. Voilà ces quelques mots que je voulais vous dire dans
dans cette petite intervention d'accueil. Mais l'homme qui a tourné, qui a fait des conférences, qui a fait des séminaires sur le conte de Lille, qui a inventé cette forme de récital poétique et musical, c'est le breton, hein, le conte de Lille, hein, le son que vous avez entendu et qui me donne du frisson. Je ne sais pas vous comment ça fait, moi ça me donne du frisson d'écouter cela, surtout lorsque Morgane le joue. Quel musicien et quel garçon donc extraordinaire, Morgane au pied. Voilà, il est là. Bon, je passe la parole donc au papa de Morgane. Essaye de brouiller. Je suis flatté, voilà. Flatté d'être le père d'un garçon aussi flatté. Voilà. Je ferai juste une petite parenthèse par rapport au romantisme de Le Conte de Lille. Je pense qu'on oppose trop facilement le romantisme au modernisme. Je pense que les auteurs romantiques sont restés romantiques et Le Conte de Lille était un romantique. Vous allez le sentir à travers les textes qu'on va vous lire, hein, Daniel tout à l'heure, et nous à travers les textes que j'ai choisi de mettre en musique. Hein, le romantisme, c'est quoi? C'est simplement d'avoir du sentiment. Hein, c'est pas seulement le beau. Alors le beau de l'écriture, c'est très bien, mais le beau sans le sentiment, ça ne sert à rien. Et je pense qu'un auteur ne peut pas être autrement que romantique. Voilà. Donc on ne peut pas opposer le romantisme. Je ne fais pas de procès à mon ami Mario. Hein. Voilà. Donc Le Conte de Lille, pour moi, était aussi un romantique, hein, comme beaucoup d'auteurs après lui. Hein, comme beaucoup d'auteurs après lui. Et le romantisme n'est pas mort au XIXe siècle. Hein. Il ne faut pas oublier que le père du romantisme, c'est Chateaubriand, qui était un Malouin, hein, un Breton, d'accord, pour le romantisme français. Hein. Il y a eu du romantisme allemand, mais il ne faut pas oublier que Chateaubriand a été le premier des romantiques en France. Voilà. Je remercie mon ami Mario, qui a des connaissances littéraires bien supérieures à moi, hein, et qui... et qui donc m'a permis de participer à ce livre. Hein. On a choisi les lettres ensemble, avec en plus notre ami Pierre-Henri Ao, le directeur de la bibliothèque, qui était avec nous. Et donc on s'est réparti les lettres un peu de façon spontanée. Alors bien sûr moi j'ai pris le B breton, hein, le C créole. Hein, proposé B baisement, mais... Donc je me suis servi en premier. Et c'est vrai que j'ai pris un peu tout ce qui me paraissait le plus facile pour moi à traiter. Hein. C'est vrai que lui, il a eu des lettres un petit peu plus compliquées. Hein. Mais comme c'est quelqu'un de doué, il n'y a pas eu de problème. Et puis on remercie aussi un autre ami, Pierre-Henri, qui a fait une très belle préface, où il rappelle d'ailleurs tout ce qui a pu être fait autour du bicentenaire de Le Conte de Lille en 2018, hein, car ça a été phénoménal. Et là encore, la presse locale a pêché, puisqu'elle en a peu parlé, alors que c'était fantastique ce qui se faisait. Hein. Donc, encore un petit coup de chapeau, hein, ça leur fait pas de mal de temps en temps aux journalistes locaux. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être venus, et puis on va continuer maintenant en musique, hein, avec des morceaux donc des poèmes de Le Conte de Lille. Vous allez voir, c'est essentiellement des poèmes qui portent sur les femmes. Preuve que Le Conte de Lille était bien un romantique. Donc les titres des morceaux, c'est Annie, Jeanne, La fille aux cheveux de lin, etc. Donc vous allez voir. Et curieusement, Le Conte de Lille, on a peu de connaissances de ses amours. Hein. Il était marié avec une lingère, c'est ça, hein. Il est mort chez une personne qui adorait son œuvre, hein, mais on n'en connaît pas plus. Hein. Pourtant, il a écrit des très belles choses sur les femmes. Hein. Mais ce n'était pas Baudelaire, bien sûr. Voilà. On continue en musique.
va attendre la musique un peu plus tard, parce que là, il faut laisser la parole à monsieur Pierre-Henri Hao, directeur de la bibliothèque. Non, mais je fais un peu le chef de séance, de cérémonie. Donc, voilà. Merci Morgane. Merci à vous deux. Ok, ça c'est vite fait. C'est vrai, il a dit moins 15 minutes. On va appeler ça prendre 15 minutes. Première information, il reste des traces de... Ah oui, il faut que je parle aux médias aussi. Il reste des traces de notre travail sur le bicentenaire, hein, qui était une opération du département de La Réunion qui vous accueille aujourd'hui. Vous ne le saviez pas, on est dans un établissement du département de La Réunion et on avait financé effectivement pas mal d'actions, dont un cycle de conférences, une grande exposition qui avait démarré avec des universitaires aussi, il y a eu un colloque. Et du coup, je voulais vous dire que le livret à l'accueil vous attend pour ceux qui ne l'ont pas eu. Ce sont les derniers exemplaires, mais vu que je vous encourage tous à lire ce beau livre, c'est vrai qu'on a travaillé ensemble sur le choix, sur les contenus, et ça m'a permis effectivement d'écrire quelque chose. Alors je ne vais pas vous lire la préface, je vous encourage à acquérir le livre, mais j'ai envie de citer un peu les noms des gens qui ont participé. C'est vrai qu'il y a eu donc un cycle de conférences de mémoire avec Bernard Jolibert, j'avais dit qu'il y avait ça aujourd'hui, qui est intervenu sur le catéchisme républicain. Hein, le comte de Lille était un des idéologues du socialisme, quelque part. Il avait été amené à publier après les communes sur un outil laïque. Voilà. Je sais que c'est un sujet cher aussi à notre auteur Mario Serviable. Donc il y a eu Bernard Jolibert, il y a eu Dominique Aupier sur créolo-breton, il y avait eu quelqu'un de formidable, Antoine Soucé-Pichaya, un des premiers indianistes, si on peut dire, à l'université de La Réunion, professeur vraiment érudit. Et puis il y avait eu ce cher Chams, qui a fait un travail formidable également, un inventrien, et chaque génération fait un travail sur le comte de Lille, on le sait. Donc le colloque, une petite pensée pour Edgar Pic, qui était venu à cette époque, le spécialiste, lui, il a fait sa carrière avec le comte de Lille, 60 ans de recherche, il a tout ou presque ressorti, ou presque, parce que vous verrez. Patrick Quillier, qu'on ne présente pas, spécialiste de Boris Gamaleya, qui lui-même a commencé sa carrière, vous savez, avec le comte de Lille, si on peut dire ça. Yann Mortelet, Christophe Carrère, qui a fait la dernière biographie de comte de Lille, Carpana Marie Moutou. Il y a eu des masterclass, et une petite pensée pour le regretté Georges Piris. Alors, il avait fait une masterclass de musicologie, je crois que vous étiez là. Il y avait eu Magali Ellul et Jacqueline Noirot, qui sont des musiciennes et des chanteuses lyriques, qui avaient fait cette masterclass avec Christophe Langrom. C'était à l'espace Le Comte de Lille à Saint-Paul. Et c'était un moment extraordinaire. Et un petit mot sur Georges Piris, qui nous a légué ses archives. À l'époque également, il nous avait légué donc ses recherches. Au bout de 10 ans, c'est le fondateur de l'école Loulou Pitou. Alors tout le monde connaîtra l'école Loulou Pitou pour les Dionysiens. Donc c'est un musicologue. Et quand il est parti de La Réunion, lui s'est dit, comme beaucoup qui viennent et qui repartent, il a dit il veut rendre La Réunion, ce que La Réunion la donne à lui, et donc il va regarder dans l'histoire musicale de Le Comte de Lille. Et figurez-vous qu'il a trouvé plus de 600 titres de composition musicale, soit de l'opéra, de la ballade, chant, piano, etc., par plus de 300 musiciens différents, d'époques différentes, de styles musicaux différents et surtout de territoires différents. On va jusqu'en Suède, on va jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Bretagne, on trouve du reggae, du poème mis en voix type reggae en Bretagne. Voilà. On trouve de la world music en Finlande, tout ça sur des textes de Le Comte de Lille. Et il y a aussi des opéras qui existent. Donc moi j'appelle les musiciens, ceux qui vraiment ont envie d'étudier ce fonds, puisque c'est un fonds de la bibliothèque départementale qui est désormais disponible et enrichi des 9 boîtes d'archives récemment du défunt Georges Piris, qui nous a quittés un peu subitement pendant le Covid, avant de publier son travail. Il faut savoir que Le Comte de Lille a aussi fait 2 pièces de théâtre qui, de leur époque, ont été très très vues, consommées en métropole à Paris. Voilà, et c'était l'histoire qu'il voulait nous raconter, donc on a un petit peu un devoir de suite là-dessus, et c'est vrai qu'on en appelle aux Réunionnais, aux médias. C'est vrai que c'est jamais simple, il a raison Dominique, de mobiliser les médias en général. Bon, une collectivité comme la nôtre peut le faire, mais c'est pas si simple. Néanmoins, pendant Le Comte de Lille, il y a eu le premier reportage lors d'un journal télévisé
sur notre exposition. Moi, mon téléphone a sonné comme jamais ce soir-là, parce que voilà, quand vous passez à la télé, bon, le lendemain, il y avait du monde pour l'exposition, c'est vrai. Donc les médias sont essentiels. Donc j'appuie ta remarque, plus de culture dans les médias ou d'infos c'est toujours, on est toujours preneur, mais néanmoins il fallait rappeler, bon, je sais plus, l'artiste est sur Antenne Réunion en tout cas, voilà, Antenne Réunion avait quand même fait quelque chose pendant l'expo. On avait fait une opération de collège en musique avec 12 classes, accompagnées par Slam Lacour. Alors là, on se disait, ouais, le hip-hop, le machin, ça va marcher. Et moi, je suis allé à la restitution à Champfleury et ben, on a eu 12 classes avec 12 propos différents, toujours sur la base de la vie ou de l'œuvre de Lecomte de Lille. Il y avait des propositions écologiques, il y avait des propositions de poésie de fond de cœur très identitaires. Je me souviens du collège de Salazie. Voilà. Il y avait des propositions féministes avec l'œuvre de Lecomte de Lille, il y avait des propositions antimatérialistes également. Et tout ça chez des gamins, j'allais dire des collégiens, hein, c'était pas non plus des lycéens, et c'était vraiment intéressant. Donc des gens comme Slam Lacour ont réussi à accompagner également cette action du bicentenaire. Il y a eu Quentin Réunion, pour ceux qui connaissent dans la musique lyrique, qui a fait une série de concerts à la cathédrale de Saint-Denis, également à Saint-Gilles, avec des gens qui avaient été lauréats des voix nouvelles en métropole, c'est-à-dire des vrais chanteurs lyriques, si je peux dire, prometteurs. Donc ça, c'était... Il y avait quelques noms pour moi qui me semblaient importants de ne pas oublier et de citer. Vous nous donnez cette occasion. Le texte donne l'occasion aussi de rappeler vite fait, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Lecomte de Lille, et Mario l'a dit tout à l'heure. L'idée pour nous, c'était d'essayer d'expliquer au public réunionnais pourquoi ils connaissent le nom. Parce que, en fait, son nom est partout, si vous regardez bien, dans toutes les villes de la Réunion, dans tous les quartiers, il y a le nom, mais on ne sait pas trop. Et là où on est très fiers aussi, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais il y a une BD qui vient de sortir sur le texte Sakatov, qui est un conte assez ancien de Lecomte de Lille. Et je pense que c'est aussi des déclinaisons de ce qu'on a pu faire, parce que pourquoi on ne connaît pas Lecomte de Lille? Parce qu'on croit que c'est de la poésie dans notre siècle, dans notre temps, un peu difficile. Alors moi, toi tu appuies sur les médias, moi je suis désolé, j'appuie toujours un petit peu sur... Je regarde ma professeure relais là-bas, désolé, mais sur l'éducation, c'est-à-dire que on a eu aussi des professeurs qui sont venus ici, et des inspecteurs, et qui nous ont dit « Ah ouais, mais c'est un peu compliqué quand même la poésie de Lecomte de Lille, vous comprenez ?» Et puis on avait publié 2 autres livres qui sont en vente, tiens, on fait de la promo des livres, occasion, il n'y en a plus beaucoup, dont un illustré par Lionel Lorette, et il y avait un poème avec... Il y a 3 mots par strophe, 3 mots, il s'appelle Le Palmier, donc je lui ai dit « Mais madame, il y a des poèmes, de quel poème vous parlez ?» Elle ne savait pas, donc je dis « Parce qu'il y a des poèmes comme Le Palmier, je pense que ça peut parler à tous les élèves, même en CM1, CM2, voilà. » Et donc cette méconnaissance, elle est réelle, elle est peut-être encore actuelle, elle est d'autant plus sur d'autres pans ou d'autres auteurs sur lesquels on travaille, comme Boris Gamaleya par exemple, puisque quand on fait Boris Gamaleya, on se dit pourquoi vous ne connaissez pas le nom? Là, le pire, c'est qu'en France même, on a son nom dans des musées, enfin des rues, des noms de bibliothèques, à Bordeaux, à Paris, etc. Ici aussi, comme je vous l'ai dit. Donc, et comme l'a dit Mario, c'est pas juste c'est pas ce poète. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a de la musique. Les plus grands compositeurs, quand on dit 300 musiciens, ça pas nomme les 300, on ne connaît pas. On a Ravel dedans, on a, je sais pas, moi, il faudrait que j'en trouve d'autres. Il y a des grands noms, il y a Faure, par exemple, Fauré. Donc, on ne le sait pas assez. Il faut reconnaître à l'ARS, qui est l'éditeur de cet ouvrage, aussi cette faculté à faire ce travail de mémoire. Donc voilà, et je pense qu'il y a ce caractère aussi humaniste, plutôt anti-esclavagiste, même très, voilà, il a annoncé, moi j'ai beaucoup, je vais arrêter, je vais vous laisser lire, mais on écrit que c'est un des écologistes avant-gardistes, et beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui sont déjà dans sa poésie, dans sa littérature, et c'est ça qui a influencé le monde, au-delà de la forme poétique dont il avait un talent fou, mais qui était peut-être partagé avec beaucoup d'autres à cette époque. Et je voulais vous lire une citation, et je conclurai comme ça, il faut là je crois. Donc il y a une citation qui du coup est dans ce livret, mais qui n'est pas dans la préface. Et tout à l'heure, on parlait du poète de l'océan Indien, du traducteur, tout ça, on va revenir, mais son admiration de la poésie hellénique est un mélange qui ne s'est intimement et aisément accompli que parce que le poète s'est plongé dans la nature locale, elle-même issue de l'union harmonieuse d'une beauté indienne et d'une pureté grecque.
Et c'est vrai que ce mariage entre Occident et Orient, c'est vraiment essentiel. Et là, je rebondis sur Dominique. Avant Chateaubriand, les Bretons, il y a peut-être les Mascarennes qui, dans le romantisme, à cause de l'exotisme, de cette notion-là dont il est un des véhicules, mais comme Bernardin de Saint-Pierre l'ont été, nos territoires ont agi en fait. Et je me souviens toujours de cette phrase de Prosperel lors de ce colloque. Et moi, je prenais mon mandat aussi, je voulais le dire. Donc ça fait partie de cette histoire avec la BDR et le comte de Lille. C'est que c'est la première preuve réelle de ce que nous, du Sud, on peut apporter au Nord, de ce que la périphérie apporte au centre. Hein, si on se regarde, si on se projette au Nord, on n'est pas obligé, hein, mais en général on le fait spontanément. Donc voilà, bonne conférence, bonne lecture. C'est 26 façons de rentrer dans tout ce qu'on a essayé de vous dire, et vous n'êtes pas les premiers ni les derniers, puisqu'on voit bien que voilà, il y a toujours des choses à découvrir. Et merci pour la musique autour de tout ça. Et Jim Fortuné aussi, voilà, je voulais pas l'oublier, qui avait composé autour de certains morceaux. Et voilà, c'est quand même une porte d'entrée. Notre poète réunionnais, c'est une porte d'entrée dans toute la poésie du monde. Et ça, voilà, les poèmes hindous, merci de dire ce choix-là, c'est ce caractère oriental que moi je voulais dire en conclusion. Ce côté métissé que nous connaissons de la Réunion, ben, finalement il a plus que véhiculé, il a scellé pour nous en France ça. Et on l'oubliera pas, ça c'est officiel, il faudrait réparer son nez là, mais il est comme un sphinx, vous savez, le comte de Lille, hein, le nez l'est cassé là-bas à la mairie, je sais pas s'il y a des gens de la mairie, mais à l'époque on est venu nous voir, on dit mais il faut réparer le nez, donc on fait les petits appels, mais au final je trouve que ça rajoute au mythe et à la légende. Un petit mot pour Mario, peut-être pour conclure quelque chose. La perfection, c'est Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, merci la famille OK, on est en famille, ça nous donne de bonnes choses. Merci beaucoup. Alors, je vais demander aux musiciens d'approcher. Effectivement, en introduction, je n'ai pas fait l'historique de pourquoi cet album, parce qu'effectivement, il y a un livre qui est sorti, il y a un album aussi. Puisqu'on va dire que le bicentenaire de la naissance de Lecomte de Lille a réveillé la créativité de Dominique Aupier. Et il nous a pondu, en l'espace de quelques mois, 14 titres. Alors, il ne les a pas écrits, puisque l'écrivain, l'auteur, c'est fatalement Lecomte de Lille, puisque c'est les textes de Lecomte de Lille repris en musique. Mais toute la musique et l'orchestration derrière, c'est lui. Et cet album-là est sorti en mars 2019, et il constitue à ce jour le dernier album de Renaissance, et le 9e. Et le hasard du calendrier fait que ça arrive en même temps que les 20 ans du groupe en 2018, puisque, vous ne le savez sans doute pas, mais Renaissance est née en 98 à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et il fêtait donc ses 20 ans en 2018, et j'avais moi cette idée à l'époque de faire un album anniversaire qui est sorti juste avant celui-là, qui a été présenté au public le 8 décembre 2018, en pleine crise des Gilets jaunes. Je me rappelle, ça a été chaotique comme sortie d'album. Et en fait, on a passé des longs mois en studio pour enregistrer l'album pour les 20 ans et l'album pour le bicentenaire de la naissance de Lecomte de Lille. Et les morceaux que vous allez entendre, alors pas celui que vous avez entendu au début, qui s'appelle Les Rivages de Sel, si vous voulez retrouver le morceau sur internet, Les Frontières de Sel, pardon. Là, nous allons vous interpréter effectivement des textes de Lecomte de Lille, donc faites attention bien aux paroles, des textes de Lecomte de Lille mis en musique. Alors toujours, oui, il y a toujours un peu avec nous la sauce créolo-celtique derrière, évidemment. Donc voilà, et comme j'en aurai sans doute pas l'occasion après, je vais quand même prêter un petit hommage aux musiciens présents. Hein. On va commencer par Jean-Claude Ntima, qui est aussi un agent de la BDR du coup, qui est au Sati, le fameux Sati que Mario évoquait. Babou, qu'on ne présente plus, Willy Técher, également artiste renommé et écrivain du Fonds local, n'est-ce pas? Bon, Dominique Aupier, évidemment, qu'on ne présente plus. Jean Hippolyte, le dernier arrivé dans la bande, donc à l'accordéon. Emmanuel Alba, là depuis maintenant, mon Dieu, on compte tous les années. Effectivement. Voilà. Et à la sono, Lucas Diallo qui donne un petit coup de main. Merci beaucoup.
Donc on va commencer avec Annie, et je vous le donne en mille. Elle est blonde, aux yeux bleus évidemment. Bon, on n'a pas de photos, hein. On a déjà très peu de photos de Lecomte de Lille, et encore moins de photos des femmes qui ont eu la chance de bénéficier d'un poème. Donc Annie, en Sega évidemment, une fois n'est pas coutume. Alors, Jeanne. Alors, je suis désolé, je ne retiens pas les paroles parce que Lecomte de Lille, c'est pas toujours facile à retenir parce qu'il y a une prononciation bien particulière. On dit que c'est une prononciation la parnassienne, non, n'est-ce pas? Vous me dites si je dis des bêtises. Hein. Je suis plus un historien qu'un littéraire, hein, même si je travaille avec la bibliothèque. J'ai appris beaucoup de choses en travaillant ici, en l'occurrence, sur la littérature que j'ignorais. Et je regrette d'ailleurs que beaucoup de Réunionnais ignorent cette part importante de leur culture, parce qu'on a une vraie littérature à La Réunion. Et il n'y a pas que Lecomte de Lille. Donc je vous invite à venir à la bibliothèque. Je pâlis et tombe en langueur, de beaux yeux m'ont blessé le cœur. Rose pourprée et tout humide, ce n'était pas sa lèvre en feu, c'était ses yeux d'un si beau bleu, sous l'or de sa tresse fluide. Je pâlis et tombe en langueur, de beaux yeux m'ont blessé le cœur. Je pâlis et tombe en langueur, de beaux yeux m'ont blessé le cœur. Toute mon âme fut ravie, d'où était son rire et sa voix, mais ces deux yeux bleus, je le vois, ont pris mes forces et ma vie.
Je pâlis et tombe en langueur, de vos yeux m'ont blessé le cœur. Je pâlis et tombe en langueur, de vos yeux m'ont blessé le cœur. Toute mon âme fut ravie, douée des sourires et sa voix, mais ces deux yeux bleus, je le vois, ont pris mes forces et ma vie. Je pâlis et tombe en langueur, de vos yeux m'ont blessé le cœur. Je pâlis et tombe en langueur, de vos yeux m'ont blessé le cœur. Et la chose est bien certaine, si jamais repousse mon vœu, dans ces deux yeux d'un si beau bleu, j'aurais puisé ma mort prochaine. Je pâlis et tombe en langueur, de vos yeux m'ont blessé le cœur. Je pâlis et tombe en langueur, de vos yeux m'ont blessé le cœur. Merci beaucoup. Ça, oui, s'il vous plaît, en sol majeur. On ne peut pas plus de sol. D'accord, ok. Non, il y a un petit côté stand-up aussi au passage. Ça peut, oui. Du coup, on a bien rigolé. Hein. On n'est pas là. Alors.
Alors maintenant, nous allons faire appel à Daniel Fivria Moussa, si je ne me trompe pas, pour la lecture d'un poème de Lecomte de Lille. Alors, on remercie Daniel, hein, qui est une auteure bien connue de la Réunion. Daniel Fivria. Je tiens à rectifier quand même, ce n'est pas février, mais mon nom de jeune fille, c'est bien février. Solitude, silence de la nuit, temple de la pensée, immortelle clarté, lustre mystérieux. Vous êtes beau et tout, à notre âme oppressée. Quand ce reflet divin, le calme prend les cieux, vous êtes beau et doux, soleil des monts sublimes. Esprit dont l'aile passe en nos rêves brûlants, aigle qui tournoyait au-dessus des abîmes et plongé tout à coup au sein des glaciers blancs. Oh, vous êtes si grand qu'à peine on peut vous croire. Pourtant, tel est l'éclat de vos vastes splendeurs, que l'âme, en son ivresse, unie à votre gloire, se surprend à rêver d'ineffables bonheurs. Oh mon Dieu, se peut-il que l'homme vous renie, vous dont la main puissante a dispensé pour nous votre amour dans les cœurs, dans les cieux, l'harmonie, sur la terre, ces mots qui retournent à vous. Oh, faites-moi mourir en cette heure si belle, où mon faible regard plonge en l'immensité, où votre œuvre terrestre et votre œuvre immortelle vous bénissent, Seigneur, par leur sublimité. Oh, faites-moi mourir. Quelle qu'ait été ma vie, mon âme vous comprend et je suis rachetée. Qu'elle monte vers vous, sans être poursuivie de sa faiblesse ou bien de son iniquité. Je me suis trompé. On a un collègue qui s'appelle Fivria, c'est pour ça. Du coup, je me suis trompé. Enfin, voilà. Donc, février, effectivement. Je répare mon erreur tout de suite. Donc, maintenant, nous allons appeler Babou. Alors, Babou, c'est pas son nom d'état civil, je précise quand même. Il s'appelle Willy Pécher. Voilà. Et c'est également quelqu'un qui a écrit des livres, écrit des Funker. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un Funkeser. C'est un beau qui tire son cœur et il a une façon d'expliquer que ça descend dans son cœur. Et pas facile, ça connaît? Elle dit la tête ne réfléchit pas le cœur. Là, je vois écrit Paolo lit un poème. On extrait. Après, c'est de la répétition. Il doit jouer au rouleur aussi. Créole. Se disait-il créole? Et d'abord, l'enfant, le comte de Lille, aurait-il pu se dire créole? Sur le plan local, le terme, au début du XIXe siècle, a un caractère péjoratif, réservé quasi exclusivement aux esclaves, ou descendants d'esclaves, nés dans l'île, et occasionnellement aux petits blancs, très pauvres. Bien sûr, le terme petit blanc, qui voudrait, selon quelques penseurs locaux, rappeler les origines européennes des habitants des Hauts, n'existe pas encore. On parle plutôt de vieux habitants.
Ce n'est que très progressivement que l'appellation créole, devenue moins péjorative, s'est ouverte à un sentiment local d'appartenance. Dans les recensements faits à l'île Bourbon avant 1848, on distinguait les esclaves créoles nés dans l'île, sans distinction de race ou de couleur, des esclaves malgaches, cafres ou indiens. Il semble que la signification reprend une connotation raciale après l'abolition, surtout à cause de l'arrivée massive de nouveaux immigrants de couleur, les engagés indiens. Les Blancs nés dans l'île se reconnaissant seuls le droit à l'appellation de créole. Ils s'adjoignent les métis issus de leur communauté, surtout s'ils portent un nom reconnu comme créole. Les autres sont dits cafres pour les descendants d'Africains, malbars pour les descendants d'Indiens, arabes pour les descendants d'indo-musulmans, chinois, comoriens, malgaches, etc. Pour Mario Serviable, c'est seulement vers 1920 que la haute bourgeoisie blanche cherche à se réapproprier l'appellation créole pour en faire un objet de promotion identitaire spécifique sous l'impulsion de Raphaël Barquisso, louant dans sa thèse de doctorat les mérites des poètes rayonnés des siècles passés, surtout au XIXe siècle. Le comte de Lille, issu de la noblesse bourbonnaise de sa mère, les deux ricots de la nuque, je me suis retenu. Lis pas. Démontre par son amour pour l'île Bourbon un profond sentiment d'appartenance au monde créole, dont son inaltérable créolité. Voici quelques vers d'une poésie qu'il adresse de Bretagne à son ami Rouffet en 1838, qu'il titre « Une pensée ». Vous m'avez bien compris, mon ciel est insolent, mes beaux-arts pour les flots de mes grèves natales ont laissé dans mon cœur leurs souvenirs brûlants. Oui, j'éprouve loin d'eux des tristesses fatales. Ô mon île, ô mon doux et mon premier berceau, mère que j'ai guidée, ainsi qu'un fils rebelle, j'irai sous tes palmiers me choisir un tombeau. La France est douce aussi, mais la France est moins belle. Mais l'attitude des grands propriétaires terriens bourbonnais reste détestable. Selon Marius Harry Leblond, la rapacité d'appétit matériel des habitants de l'île, indifférents à la beauté du pays, frappe, impressionne désagréablement l'enfant songeur et déjà fervent du beau. Le créole est un homme grave avant l'âge, écrit-il en 1843. Amour, amitié, désir de l'inconnu, intelligence et savoir, tout cela ne vaut pas ici une graine de café. À cause de cela, sans doute, montre-t-il un sentiment d'appartenance créole un peu refoulé. En 1836, il avait pourtant adressé à son ami Adamol un poème, l'invocation. Qui, toi, pauvre créole, veux-tu chanter ainsi? Ô noble poésie, gracieuse déité, douce sœur du génie, ton accent est sacré. Et il conclut, parle, et ta parole éclairera ma nuit, et le pauvre créole pourra chanter aussi. Plus tard, en 1848, à l'avènement de la Deuxième République, c'est bien lui qui rédige le manifeste de soutien à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, en commençant par « Nous, jeunes créoles de la Réunion ». Le comte de Lille se disait bien créole. J'ai toujours aimé la littérature pour ça, puisqu'au final, il le dit tout simplement dans un texte, et on voit bien qu'il a un sentiment d'appartenance créole clair. C'est moins évident pour la Bretagne, effectivement. Alors maintenant, laissons la place à Paolo, qui lit un poème de Le Comte de Lille, extrait du livre. Paolo qui est mon frère également. Bonsoir, je vais faire un exercice que mon père m'a demandé de faire pour lui.
Et il voulait que je joue de la mandoline à 11-12 ans. Il a voulu jouer du clavier à 15 ans. Il a voulu que je joue des percussions à 21 ans, 22 ans. Il veut que je joue un texte. Donc, je vous avoue que je n'ai jamais fait ça. Il y a des textes d'un auteur, et notamment à la bibliothèque départementale. Donc c'est une épreuve. J'espère que vous pardonnerez les quelques échecs. Bon, j'ai choisi la lettre X, xénophile, parce que je n'ai pas choisi le texte que je voulais, donc j'ai choisi ce texte parce que j'aime bien les étrangers. Enfin, je n'aime pas trop le mot étranger, mais j'aime bien les gens qui viennent de l'extérieur. Je trouve que ce texte me correspond. Donc, xénophile, l'ouverture à d'autres mondes, d'autres cultures. On qualifie de xénophile une personne ouverte à ce qui lui est étranger, ethniquement et culturellement. Très tôt, le comte de Lille s'est passionné pour les cultures étrangères. Durant son adolescence à l'île Bourbon, où il est rentré avec ses parents à l'âge de 14 ans, il rêve déjà de l'Inde comme beaucoup de jeunes créateurs. D'autant plus que c'est le tout début de l'immigration indienne. Avec l'engagisme qui commence en 1828, grâce à ses lectures à la bibliothèque du Collège Royal, puis à un voyage en Inde qui lui offre son père, il acquiert une connaissance du monde indien rare pour cette époque. Mais c'est à Rennes où il a été envoyé pour des études de droit, qui rédige à partir de 1838 ses premiers poèmes et contes orientalistes à une jeune indienne et à la princesse Yasoda. Plus tard, il composera 7 longues rhapsodies hindouistes pour les poèmes antiques 1852, Surya, Prière védique pour les morts, Bhagavat, La mort de Valmiki, L'arc de Shiva, Pinasepa, La vision de Brahma. 3 pour les poèmes barbares, 1862, Nyamala, Dhyan Ara, Le conseil du fakir, 1 pour les poèmes tragiques, 1884, La Maya, et 1 pour les derniers poèmes, La joie de Shiva. Toute sa vie, le poète sera fasciné donc par l'Inde. Elle ne fut pas son unique source d'inspiration. À Rennes encore, lorsqu'il fréquente l'amphithéâtre de la faculté des lettres en candidat libre, puisqu'on n'y a retrouvé aucun certificat d'inscription, il découvre les poèmes antiques d'André Chénier, figure majeure de l'hellénisme en France, et en même temps la ruralité berrichonne, profonde, décrite par Georges Sand, celle qu'il ignorait et dont il emprunterait les plus beaux tableaux. On le sait par ses articles dans la revue La Variété, puis il fut le traducteur des épopées homériques, de quelques poésies légères d'Anacréon, de poèmes tragiques d'Euripide, et fables et contes d'Ésope, de tragiques d'Euripide, de fables et de contes d'Ésope, de pièces dramatiques de Sophocle, d'idylles bucoliques de Théocrite. Il s'en inspira pour imaginer de véritables sagas grecques comme Chiron, un des plus longs poèmes jamais écrits, 1000 Alexandrelles, qui dit mieux. Son respect pour les dieux grecs est si fort qu'il conserve l'écriture originale de leur nom quand il les met en situation. Il est aussi beaucoup intéressé à d'autres cultures anciennes, scandinaves, celtiques bien sûr, hébraïques, latines, arabes, hispaniques et même polynésiennes, et en a tiré une quantité de créations littéraires en vers et en prose, toujours approfondies. Son attrait pour tout ce qui est mystérieux ou qui lui paraît étrange reste phénoménal. Si on a vanté la valeur scientifique des poèmes antiques et poèmes barbares, c'était surtout en se fiant à l'impression qu'ils produisent à première vue, car personne n'a demandé à ce poète historien de montrer les documents où il a puisé sa science. Écrit très justement Joseph Vianney, professeur à la faculté de Montpellier en 1907, qui en recherche les sources. Il conclut: les offenses à la vérité historique ne sont chez le comte de Lille ni très nombreuses ni très graves. Les plus souvent, on l'admira d'avoir su, avec tant de sagacité, choisir les sources les plus sérieuses et en extraire ce qu'elles contenaient de plus significatif. Pour atteindre une telle impression de culture étrangère, il faut aimer avec une vraie empathie ceux qui ont fui l'architecte, tout comme leurs descendants. Donc, je vais lire un poème de Le Comte de Lille
qui illustre ce côté xénophile. Les roses disparent. Les roses disparent dans leurs graines mousse. Les jasmins de Mossoul, les fleurs de l'oranger, ont parfum moins frais, une odeur moins douce. Aux blanches Leïla que son souffle léger. Ta lèvre est de corail et ton rire léger. Sonne mieux que l'eau vive et d'une voix plus douce. Mieux que le vent joyeux qui berce l'oranger. Mieux que l'oiseau chantant au bord du nid de mousse. Oh Leïla, depuis que leur vol léger, tous les baisers ont fui de ta lèvre si douce. Il n'est plus que parfum dans le pâle orangé, ni de céleste arôme aux roses dans leur mousse. L'oiseau sur le duvet humide et sur la mousse ne chante plus parmi la rose et l'oranger. L'eau vive des jardins n'a plus de chansons douces. L'orbe ne dort plus le ciel pur et léger. Oh, que ton jeune amour se papillonne léger, réveille vers mon cœur d'une aile prompte et douce, et qu'il parfume encore les fleurs de l'oranger, les roses disparant dans leurs graines de mousse. Merci. Merci. En fait, Paulo était censé prendre la parole avant vous, excusez-moi pour l'inversement, et on devait jouer entre temps, mais du coup. Ce n'est pas grave, ça ne comprend rien à la compréhension de ce patio. Effectivement, Paulo l'a rappelé, on est à la bibliothèque départementale. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la bibliothèque la plus ancienne de la Réunion. Elle date de 1855. Le bâtiment lui-même, non. Il est plus récent, tout est relatif, puisqu'il a été livré en 1946. Donc le bâtiment que vous voyez là sur votre de gauche, est un bâtiment qui date de 1946, juste après-guerre en fait, mais d'inspiration coloniale, puisque c'était à l'époque la bibliothèque coloniale. Donc voilà.
sur une image que le comte de Lille n'a écrit que des poèmes sur les femmes. Ça serait franchement un mauvais procès de lui faire. Il n'a effectivement pas écrit que des poèmes sur les femmes. J'ai pas tout lu le comte de Lille. Voilà, j'ai lu évidemment certains de ses poèmes, mais il a ici aussi écrit de magnifiques poèmes sur la Réunion. Et alors pour la petite histoire, à la base on ne voulait pas l'interpréter ce morceau. Le bassiste qui est à gauche a insisté pour qu'on le joue, parce que c'est vrai que c'est un très beau morceau. Et voilà, surtout que Dominique derrière le chante super bien, mais ne le chantera pas cet après-midi pour vous. Ah oui, je sais, oui. Et donc c'est la prochaine fois. Non, c'est compliqué de chanter et de gratter en même temps. Vous voyez, même moi je le fais pas. Vous voyez, donc voilà, Daniel Warou il chante quand même, mais quand il chante, il fait toujours pareil. Et puis c'est pas une guitare, il faut changer les accords et tout, donc là, il a préféré. Ah oui, merci, mais oui, vas-y, montre-moi, tu vois comment en allumant, regarde ce que fait. Ah oui, c'est subtil, ça dépend de la grosseur. Donc voilà, alors c'est un. Donc à la base, sur l'album, c'est chanté en deux, donc une partie moi et une partie Dominique derrière. Et du coup, si vous voulez retrouver ces morceaux-là, il suffit de taper Renaissance, R-E-N-E-S-E-N-S, écrit en créole évidemment, sur n'importe quelle plateforme de streaming et vous allez trouver tous les morceaux. Donc c'est Renaissance chante le comte de Lille. Vous allez sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, où vous voulez. Tout est en ligne. Et pour ceux qui ont encore un lecteur CD, vous pouvez acheter CD. Voilà, je sais que ça devient rare. Donc pour ceux qui ont encore un lecteur CD, je pense à Mario. Mario, c'est encore un lecteur CD. Tu peux acheter le CD. Pour ceux qui n'ont plus de lecteur CD, ça ne sera pas très utile, mis à part d'avoir des belles photos de nous dedans. C'est toujours pas compris. Donc voilà, le Python des Neiges de Le Comte de Lille, Dominique Aubier à la composition. Il attend le soleil.
devait siffler. Voilà. Mais on n'a pas entendu, il a sifflé. Effectivement. Jamais l'oiseau siffleur. Non, oui, voilà, c'est ça. Jamais le pic glacé n'entend l'oiseau siffleur. Voilà. C'est très dur à lire comme texte déjà, alors à chanter, c'est super compliqué. Donc voilà pour les textes de Le Conte de Lille, Le Python des Neiges. Et maintenant, rouleur caillant, Carlos, si tu peux te joindre à nous pour le percu, évidemment le meilleur pour la fin. Donc on va appeler Mario, Antoine, pour qu'on puisse répondre aux questions éventuelles du public. Mario. Bah, je pense. Bonjour. Bon, c'est vrai que lorsque j'ai voulu composer des airs sur les morceaux de Conte de Lille, j'ai beaucoup insisté sur les morceaux les plus sentimentaux. Et bon, c'est pour ça que c'est tombé plutôt sur des morceaux où il parle des femmes. Donc, mais il n'y a pas que cela. Il y a d'autres. Je vous invite à acheter le CD, hein, si ça va avancer tout à l'heure. Ça a été facile de composer des musiques sur les poèmes de Mario de Le Conte de Lille. Parce que Le Conte de Lille est un homme gay. Hein. Son physique ne prête pas forcément à croire, mais je vous assure que quand vous lisez les poésies de Conte de Lille, c'est souvent relativement amusant, gay. Hein. Ce qui n'est pas le cas de son compère, la Caussade, qui est beaucoup plus terme. J'ai essayé de mettre des musiques sur la Caussade, c'est difficile. J'ai essayé aussi sur Baudelaire. Alors Baudelaire, c'est très bien, il parle très bien des femmes, hein, mais alors il fait des trucs à rallonge. Ça fait des poèmes qui ne sont pas faciles à mettre en musique non plus. Voilà. Donc c'est une expérience que j'avais tentée. Hein. Je ne la regrette pas, ça a été agréable de faire ça avec le Conte de Lille. Mon seul regret, c'est que le Conte de Lille n'ait rien écrit en créole. Hein. Alors, il aurait pu, hein, puisque le créole était déjà écrit à l'époque de Le Conte de Lille. Hein. Le premier qui est écrit en créole n'est pas un réunionnais, c'est un breton. Il s'appelle Éric. Donc, les premiers textes en créole qu'on a à La Réunion, ils sont de Éric, qui est un breton. Après, il y a eu bien sûr Célimène, d'autres qui ont fait. Malheureusement, Le Conte de Lille vivait en France essentiellement, hein, et donc c'est normal qu'il a coupé un peu le lien avec sa langue natale, mais je suppose qu'il devait pratiquer quand même le créole. Hein, donc, voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions à nous poser à Mario et moi, on vous invite à le faire, hein, et puis on vous répondra dans la mesure de nos connaissances bien évidemment. À vous. Oui, bonsoir. Je voudrais vous demander, est-ce que Le Conte de Lille est allé en Inde, a eu l'occasion d'aller en Inde de son vivant, bien sûr. Merci. Le Conte de Lille est allé en Inde parce que son père lui a payé le voyage. Alors je ne sais pas combien de temps il y est resté, mais suffisamment, je pense, quand même, pour avoir beaucoup d'inspiration de l'Inde. Il en garde un très grand souvenir, hein, en plus ses compositions, en plus il a écrit. Donc, il était passionné par l'Inde. On le voit à travers tous ses écrits. Hein. Pas seulement par l'Inde seulement, puisqu'il a beaucoup écrit aussi sur la Grèce antique, sur la Rome antique, mais aussi essentiellement quand même sur l'Inde. D'où le fait qu'il a écrit des poèmes qui ont une connotation orientale. Orientale, oui, c'est ce que Paolo nous a expliqué tout à l'heure. Hein.
partie du nom des dieux, par exemple, exactement identique à l'hindouisme. Donc, bien souvent, les auteurs européens, quand ils parlaient de tout ce qui était de l'Inde, ils écrivaient dans leur façon à eux d'écrire. Mais là, lui, il reste fidèle à l'écriture hindoue. Alors, je ne sais pas si c'était devenu Il y a ces poèmes dans le livre, les poèmes d'inspiration hindoue dans le livre. D'accord. Tous les titres que Paolo vous a donc donnés, et ensuite après dans les poèmes tragiques, il y a la Maya. Donc c'est parti sur le karma, ce cycle de réincarnation. Ça c'est quelque chose qui avait profondément marqué, c'est le samsara. Chaque action individuelle s'inscrit dans un schéma circulaire que l'on appelle samsara. Donc lui était effectivement très marqué par cela et il le savait, tout était maya, tout était illusion. C'est quelque chose qui a imprégné sa pensée, qu'il a essayé de colorer effectivement dans une partie de sa méthodologie. Mais ce sont deux choses, c'est que l'on a parlé de métissage, il était toujours entre la perfection grecque, les thématiques grecques, donc helléniques, et cette découverte de la civilisation et de la pensée indienne. C'est un peu nous, Marmaïen, hein, c'est ce métissage que nous essayons de faire paraître dans notre façon d'être français de l'océan Indien et dans notre vision du monde. Est-ce que, à toi, Hasard, pour terminer, est-ce qu'il a évoqué dans ses écrits sur le thème de la réincarnation? Alors, nous avons choisi pour la lettre K, le karma. Et ça, c'est quelque chose. Et nous l'avons donc illustré, le thème du karma, par effectivement ce poème, La Maya, l'illusion. Et page 77. Le comte de Lille a préféré explorer les rives indiennes de la non-connaissance, la vidya, et de la non-existence, le nirvana bouddhiste. Il a frayé avec le bouddhisme tantrique, c'est-à-dire ce métissage entre l'hindouisme et le bouddhisme. Il s'est approché de la maya, ce voile de l'illusion qui drape les choses et les valeurs terrestres, le voile de grand poétique. Il va se détacher du monde qui n'est qu'une illusion pour remonter à l'essence des choses et obtenir la paix intérieure, qui est le remède à la misère humaine. Il va regrouper 7 poèmes hindous dans le recueil Poèmes antiques et 2 poèmes lyriques, Surya, tout le monde connaît, c'est le soleil, hymne au soleil, source de vie, et prière védique pour les morts. 2 poèmes épiques, l'arc de Shiva, un résumé de 30 stances de la première partie du Ramayana. Là, ce grand texte de l'hindouisme, et l'épopée d'amour, Kunashepa, et 3 poèmes philosophiques, le Bhagavat, le bienheureux, un des noms de Vishnu, la vision de Brahma et la mort de Valmiki. La mort de Valmiki, c'est un poème qui est extraordinaire. Après avoir écrit, Valmiki va se laisser dévorer vivant par des fourmis. Il rentre dans la mort en se laissant dévorer. Et ça, c'est une image qui l'a fortement marqué.
je ne vous conseille pas de faire la même chose. Ça peut faire très mal. Mais à la base, une éducation catholique, le conte de Lille. Une éducation catholique du côté de maman, une éducation de libre penseur du côté de papa, qui est chirurgien de marine. Et pendant ces années d'université, donc à Rennes, il va découvrir, comme Dominique vous l'avez dit, le socialisme fourniériste. Donc il va être militant de gauche, donc à l'époque. Il va s'engager pour l'abolition de l'esclavage. Et alors, il y a une hypothèse qui dit qu'il ne pouvait pas rester à Saint-Paul sur la propriété familiale parce qu'il ne pouvait pas entendre les lamentations des esclaves. Est-ce que c'est une construction politique? Elle a été prétendue après sa mort. C'est possible, hein, c'est possible que c'est Madame Baer, hein, c'est la personne chez qui il est décédé, qui raconte ça. Décédé à La Réunion. L'ancienne. Il est mort Il est mort chez une maîtresse. Alors, est-ce que c'était sa maîtresse? On n'en sait rien, Mario. On ne sait pas si c'était sa maîtresse. Ni toi, ni moi, ni toi. Voilà. Tout ça, alors, il est décédé où, excusez-moi? À Louvre-Sienne, c'est dans la région parisienne, près de Marly-le-Roi. Ouais. Sur le plan religieux, on peut dire qu'il a touché un peu à tout, quoi. C'était pas quelqu'un de convaincu, c'était pas quelqu'un de radical. Hein. Donc il a été catholique, bien sûr, par sa mère. Hein. Il y a eu des moments où il a douté beaucoup de la religion catholique, et puis il s'est mis à dos carrément les pontes du catholicisme à la fin de sa vie, hein, parce qu'il n'en faisait pas de cadeau, hein, dans ses écrits comme dans ses déclarations. Il a même des fois flirté avec le nihilisme et le manichéisme. Hein. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas convaincu dans sa façon de croire. Hein. Et je pense que de ce côté-là, c'était un grand homme, puisque je pense que la croyance, on peut avoir des croyances, bien sûr, il ne faut pas trop se laisser entraîner par l'excès de croyance. Ça, c'est ma façon à moi de voir. Hein. C'est-à-dire qu'on a le droit de croire, hein, mais ce ne sont que des croyances. Voilà. Et je pense que s'il y a une leçon à retenir de Le Comte de Lille, c'est celle-là. Voilà. Donc il a fait le chemin de croix. Il a fait toutes les stations. Donc on a dit c'est pour maman. Oui. Ma question est intéressée. Est-ce que vous envisagez de faire des interventions en milieu scolaire? Ce qui serait formidable pour nos élèves. Collège, collège, lycée, moi j'en sais rien, mais ça serait dommage que toute cette richesse ne soit pas exploitée plus que ça. Merci. C'est vrai qu'on est retraités tous les deux, on aurait du temps peut-être pour le faire, mais vous savez bien que les retraités sont toujours très occupés. Hein. Et donc, pour ma part, j'ai peu de temps à consacrer à ce que j'aime faire. J'ai été enseignant, j'ai pas envie de retourner en classe. Voilà. Non, c'est très difficile aujourd'hui d'être enseignant. Hein. Je plains les enseignants aujourd'hui parce que c'est pas facile. Les jeunes d'aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui ne sont pas des gens faciles. Hein. Sans doute que l'éducation qu'on leur donne aussi n'est pas forcément celle qu'il leur faudrait. Moi, maintenant, j'ai des doutes. Maintenant, ça serait bien, hein, ça serait une très bonne idée, Daniel, que ces jeunes-là connaissent Le Comte de Lille, qu'on puisse leur faire part de tout ce qu'on aime chez Le Comte de Lille. Mais bon, ça demande du temps. Je ne parle pas d'enseigner. De passer, de faire connaître. Je pense aux classes à Pâques, projet d'action culturelle que le rectorat a mis sur pied il y a quelques années, et j'y ai moi-même participé.
mais je n'avais pas autant de belles choses à partager. Flatteuse. Alors, moi, je vais te répondre devant Joël Brett. Hein. Moi, je suis militant de l'éducation populaire. C'est quoi un militant de l'éducation populaire? Je suis persuadé que l'éducation doit se faire tout au long de la vie. Donc, il ne faut pas estimer que jusqu'à l'obligation scolaire de 16 ans, il faut remplir ces gamins de tous les savoirs du monde, et je pense que l'école a tellement de choses à faire, à faire lire, écrire, compter et penser des gamins. Donc, après 16 ans, les marmailles ont toute une vie à vivre, et moi je suis persuadé, en ce qui concerne la littérature et la poésie, je suis pour la déscolarisation de la littérature. La pire des choses que l'on peut faire, c'est de forcer les gamins. Moi, j'ai un cas chez moi, ma fille ne veut plus voir Baudelaire parce qu'elle a eu Baudelaire au bac. Donc, Joël le sait, on s'est battu pour que l'on puisse donner le goût de la littérature, mais de façon différente que la scolarisation, et de traiter la littérature comme une matière. Donc, on fait plein de choses en éducation populaire. Il y a des expositions sur Albert Camus, sur Anatole France, et cette année, c'est l'année, donc c'est l'année Blaise Pascal. Donc, Blaise Pascal sera à l'affiche de la laïcité, le premier scientifique français, moraliste, et tout le monde connaît l'œuvre de Pascal, et on va essayer de faire, à travers l'éducation populaire, c'est-à-dire l'éducation hors école d'une part, et l'éducation tout au long de la vie d'autre part, pour que les enfants, les adultes puissent découvrir ou redécouvrir la littérature, toute la littérature. Je vais vous dire une chose, il y a un gisement littéraire, 30 000 ans d'humanité, d'histoire de l'humanité. On ne peut pas tout faire donc à l'école. Donc comment donner donc aux enfants ces codes pour avoir accès à ce trésor littéraire universel? Donc toute une vie ne suffirait pas, semble-t-il. Mais allons-y, essayons de faire en sorte qu'on passe sa vie à découvrir la littérature universelle. Voilà. Et ensuite, après, moi, je crois, j'ai été donc enseignant, moi aussi, moi, j'ai été professeur donc, au collège, Hippolyte Fouque de Sainte-Suzanne. Puis, je me suis dirigé vers l'enseignement donc, universitaire. 30 ans d'amphithéâtre. L'éducation n'est qu'un maquillage. On n'arrive pas à faire en sorte que le savoir fasse partie du corps du marmaille. Ça s'en va, ça reste cosmétique. C'est pas cosmique, il rentre pas dedans. Donc à chaque fois, il faut remettre une couche. Il faut remettre une couche. Et il faut trouver des pédagogies pour faire en sorte que l'enfant puisse grandir avec le savoir. Pour le moment, il n'y a pas fait. Nous sommes entre nous. Moi qui ai enseigné dans l'ensemble des îles de l'océan Indien. Dans l'enseignement des langues, nous ne sommes pas bons. Le système éducatif français n'est pas bon. Pour une raison très simple, on n'enseigne pas une langue avec sa littérature. Et ça, je le déplore. Moi, j'ai enseigné donc aux Seychelles, et les Seychellois parlent mieux anglais, puisque c'est la langue de l'éducation, mais les Seychellois parlent mieux français que nous parlons anglais. Mes filles, j'en ai 4, ont fait 7 ans d'anglais. Elles sont incapables d'avoir une conversation. Au sortir du vocabulaire bread, le pain, on ne peut pas faire une conversation, nouer des sentiments
partager des choses avec les gens. Donc nous avons des choses à faire dans le système éducatif et revoir l'enseignement de la littérature. Parce que l'éducation à l'émotion, c'est quoi? C'est à travers la littérature. Comment aimer? Mais on commence par les romans d'amour. Et un jour, donc, on passera donc à autre chose, et on écrit, et on vivra ses propres émotions. Donc tout ceci pour dire, si c'est pour aller faire 20 minutes donc au lycée de l'épée à Vanches, au port, ce que je fais quand on m'invite, je vais dire, ça ne marche pas. Donc il faut réfléchir à autre chose. Ma proposition d'intervenir au milieu scolaire, c'était qu'une occasion de transmettre. Maintenant, ça n'exclut pas d'autres cheminements. On peut faire des réunions, je ne sais pas, moi je dis pourquoi, pour seulement donner l'occasion de donner le goût. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, donner le goût. Donner le goût. Donc il y a des enseignants qui sont là, donc ils le savent. Si l'on ne veut pas tuer la littérature, il faut déscolariser la littérature. À un moment, il faut déscolariser. Voilà. Et ensuite, après, on a toute une vie pour aimer le conte de Lille. Regarde, nous, là. Voilà. Hein? Continuons à faire cela.